Derrière le miroir ancestral, l'autre monde des contes vous convia le piège de Lovecraft et Whitehead. Laissez-vous envoûter par cette histoire surprenante qui se déroule au-delà du reflet et que vous n'allez jamais croire. Et pourtant, cela est arrivé. C'était un certain jeudi matin de décembre que tout commença, avec ce mouvement inexplicable que je crus apercevoir dans mon vieux miroir de Copenhague. J'avais l'impression que quelque chose bougeait, quelque chose reflétait dans la glace, alors que j'étais seule dans mes appartements. Je m'interrompis pour regarder attentivement. Puis, décidant qu'il ne pouvait s'agir que d'une illusion, je repris le brossage de mes cheveux. J'avais découvert ce vieux miroir couvert de poussière et de toiles d'araignée dans un bâtiment annexe d'une demeure abandonnée située dans la partie nord peu peuplée de l'île de Sainte-Croix. Je l'avais alors rapporté depuis les îles Vierges jusqu'aux États-Unis. Le verre, vieux de plus de 2 siècles d'exposition à un climat tropical, était terni et l'ornementation gracieuse au sommet du cadre doré avait été en grande partie brisée. Avant de le placer dans un garde-meuble avec mes autres biens, j'avais fait refixer dans le cadre les morceaux détachés. Maintenant, quelques années plus tard, je résidais à la fois comme invité et comme professeur particulier dans l'école privée de mon vieil ami Brown sur une colline venteuse du Connecticut. J'occupais une salle inutilisée d'un des dortoirs où je disposais de 2 pièces et d'un couloir pour moi tout seul. Mon antique miroir, soigneusement protégé par des matelas, fut le premier de mes effets à être déballé à mon arrivée. Je l'installai majestueusement dans mon salon, sur un vieux meuble en palissandre ayant appartenu à mon arrière-grand-mère. La porte de ma chambre faisait face à celle du salon, de l'autre côté d'un petit couloir, et j'avais remarqué que, si je regardais dans la glace de ma commode, je pouvais voir le grand miroir au travers des 2 portes, ce qui donnait exactement l'illusion d'un long corridor se prolongeant à l'infini en se rétrécissant. En ce jeudi matin, j'avais cru apercevoir dans ce couloir vide en apparence un mouvement furtif, mais, comme je l'ai dit, je chassais vite cette idée. En arrivant dans la salle à manger, je trouvais tout le monde en train de se plaindre du froid et j'appris que la chaufferie de l'école était temporairement en panne. Étant moi-même très sensible aux basses températures, je décidai aussitôt d'éviter toute salle de classe glaciale ce jour-là. J'invitai donc mon groupe d'élèves à venir suivre une séance informelle dans mon salon près de ma cheminée. Invitation que les garçons acceptèrent avec enthousiasme. Après cette session, un des élèves, Robert Grandisson, me demanda s'il pouvait rester, n'ayant pas de cours prévus pendant la 2e période du matin. Je lui répondis qu'il pouvait rester à sa guise. Il s'installa dans un fauteuil confortable devant le feu pour étudier. Il ne fallut pas longtemps pour qu'il se déplace vers un autre siège, un peu plus éloigné des flammes que je venais de raviver. Ce changement le plaçait directement en face du vieux miroir. De la place où je me trouvais, j'observais à quel point son regard commençait à se fixer sur la surface terne et voilée du verre. Intrigué par l'intérêt qu'il semblait y trouver, car je me souvenais de ma propre expérience dans la matinée. Le temps passait et il continuait de contempler le miroir, les sourcils légèrement froncés. Finalement, je lui demandai doucement ce qui attirait ainsi son attention. Lentement, le front toujours plissé, il me répondit avec prudence. « Ce sont ces ondulations dans le verre ou je ne sais quoi, monsieur Cannevin. Je remarquai qu'elles paraissent toutes partir d'un même point. Regardez, je vais vous montrer. » Le garçon se leva, s'approcha du miroir et posa son doigt sur un point près du coin inférieur gauche. « C'est juste là, monsieur,
expliqua-t-il en se tournant vers moi tout en gardant son doigt sur la zone choisie. Son mouvement, en se tournant, appuya peut-être son doigt contre la surface. Soudain, il retira la main comme s'il avait dû forcer un peu, en laissant échapper un faible « Aïe !» Puis il regarda la glace d'un air visiblement décontenancé. « Qu'y a-t-il » demandai-je en me levant pour le rejoindre. « Eh bien, ça... » Il avait l'air embarrassé. « J'ai ressenti comme si ça aspirait mon doigt. C'est vraiment idiot, monsieur, mais... Enfin, c'était une sensation très étrange. » Robert avait un vocabulaire inhabituel pour son âge de 15 ans. Je m'approchai et lui demandai de me désigner l'endroit exact qui l'avait touché. « Vous allez me prendre pour un imbécile, monsieur, » dit-il en rougissant. « Mais, vu d'ici, je n'en suis plus tout à fait sûr. Depuis le fauteuil, c'est bien clair. » Déjà captivé, je m'assis dans le fauteuil qu'occupait Robert et regardai la zone qu'il indiquait sur le miroir. Aussitôt, la chose me sauta aux yeux. Sans équivoque, sous cet angle précis, toutes les nombreuses volutes de l'antique miroir semblaient converger vers un faisceau de fils écartés qu'on tiendrait rassemblés dans une main. Bientôt, la cloche de l'école sonna et le fasciné Robert Grandisson partit précipitamment, me laissant seul avec mon étrange problème. J'ouvris plusieurs stores, puis je traversai le couloir pour regarder cette même zone à travers le miroir de ma commode. Je la repérai assez facilement et, après un long examen, je crus de nouveau distinguer une sorte de mouvement. Je tendis le cou et, finalement, sous un angle précis, la chose reprit son intensité. Cette fois, l'impression de mouvement était positive et nette. Elle évoquait un tourbillon ou un tourbillonnement de quelque sorte, comme des feuilles d'automne qui tournent en rond sur une pelouse balayée par le vent. Le mouvement, à l'instar de celui de la Terre, était double, une rotation sur elle-même, tout en progressant vers l'intérieur, comme si les volutes s'engouffraient éternellement vers un point dans la glace. Fasciné, tout en gardant présente à l'esprit qu'il devait s'agir d'un phénomène illusoire, je ressentis la vague impression d'une force d'aspiration marquée, et je pensais aux paroles embarrassées de Robert. J'avais l'impression qu'on aspirait mon doigt. Un léger frisson me parcourut l'échine. Je pressentais là quelque chose qui méritait un examen plus poussé. Tandis que l'idée d'entreprendre des recherches se formait en moi, je me rappelais le regard presque nostalgique de Robert lorsque la cloche avait interrompu son observation du miroir. J'avais remarqué la façon dont il s'était retourné pour jeter un dernier coup d'œil en franchissant le seuil. Et je décidai qu'il devrait participer à mes investigations sur ce petit mystère. Toutefois, des événements dramatiques liés à Robert ne tardèrent pas à me faire oublier cette histoire de miroir. Je fus absent toute l'après-midi et ne revins à l'école qu'à l'appel général de 17h15. Un rassemblement obligatoire pour tous les élèves. J'y allais avec l'intention de prendre Robert à part pour que nous étudiions ensemble le miroir. Mais je fus stupéfait et peiné de constater son absence, fait des plus inhabituels de sa part. Le soir venu, Braun m'apprit que le garçon avait littéralement disparu. Les recherches dans sa chambre, au gymnase, partout où il avait ses habitudes ne donnèrent rien, bien que toutes ses affaires, inclus ses vêtements d'extérieur, soient restés à leur place. On ne l'avait vu ni sur la patinoire, ni en randonnée l'après-midi, et des coups de téléphone à tous les commerçants de proximité qui livraient à l'école restèrent vains. En clair, personne ne semblait l'avoir aperçu depuis la fin des cours à 14h15 quand on l'avait vu monter l'escalier en direction de sa chambre dans le dortoir numéro 3. Quand on se rendit compte qu'il manquait bel et bien, la nouvelle produisit un choc terrible à l'école. Braun, en tant que directeur, dut affronter la tourmente et il était totalement désemparé de constater un tel incident dans son établissement si bien organisé. On apprit que Robert n'était pas rentré chez lui en Pennsylvanie
et aucune des patrouilles de recherche, constituées de professeurs et d'élèves, ne trouva la moindre trace de lui dans les environs enneigés de l'école. En résumé, c'était comme s'il s'était volatilisé. Les parents de Robert arrivèrent le 2e jour suivant sa disparition. Ils restèrent calmes malgré la profonde détresse qu'on devinait chez eux devant cette catastrophe. Brown, lui, semblait avoir pris 10 ans d'un coup, mais il n'y avait rien à faire. Au bout du 4e jour, tout le monde à l'école classait l'affaire comme un mystère insoluble. Monsieur et Madame Grandisson repartirent chez eux, le cœur lourd. Le lendemain matin débutaient les 10 jours de vacances de Noël. Professeurs et élèves quittèrent l'école dans une ambiance bien éloignée de l'enthousiasme festif habituel. Il ne restait plus que Brown, sa femme et quelques employés. Les bâtiments vides paraissaient bien froids et silencieux. Dans l'après-midi, je m'installai au coin de mon feu pour réfléchir à la disparition de Robert, me perdant en hypothèses toutes plus farfelues les unes que les autres. Le soir, j'avais un mal de tête terrible et je mangeais légèrement. Puis, après avoir fait le tour de l'ensemble des bâtiments, je retournai dans mon salon pour replonger dans mes réflexions. Vers 22h, je m'éveillai en sursaut dans mon fauteuil, engourdi et transi, car j'avais laissé le feu s'éteindre. J'étais physiquement mal à l'aise, mais mentalement en alerte, avec une étrange sensation d'attente, peut-être même d'espoir. En vérité, je m'étais tiré de ce demi-sommeil avec l'idée persistante qu'un Robert Grandisson à peine perceptible avait vainement tenté de communiquer avec moi. Je partis me coucher avec la conviction inexplicable mais tenace que le jeune Grandisson était toujours vivant. Qu'il m'ait été possible de recevoir une telle pensée ne surprendra pas ceux qui savent que j'ai longtemps vécu dans les Antilles, où j'ai pu être témoin de phénomènes non élucidés. Pas étonnant non plus que je me sois endormi avec le vif désir d'établir un lien mental avec l'adolescent disparu. Même les psychologues les plus ancrés dans la science officielle reconnaissent, avec Freud, Jung et Adler, que l'inconscient, durant le sommeil, est plus ouvert aux impressions extérieures, bien que ces impressions se perdent souvent au réveil. Si, donc, l'on admet la possibilité de la télépathie, il faut en conclure qu'elle est plus puissante chez une personne profondément endormie. Dès lors, si Robert cherchait à m'envoyer un message, c'était durant mes heures de sommeil le plus lourd que j'avais le plus de chances de le percevoir. Certes, j'aurais pu ne rien garder de cette communication à mon réveil, mais j'avais acquis, au fil de mes périples dans des coins obscurs du globe, une certaine discipline mentale qui me rendait capable de conserver de tels souvenirs. Je dus sombrer aussitôt dans un sommeil profond, car mes rêves furent denses et ininterrompus. À mon réveil, il était déjà 6h45, et il me restait quelques images résiduelles liées à mon univers onirique. Je voyais Robert Grandisson, à la peau curieusement teintée d'un vert sombre tirant sur le bleu, et je le sentais lutter pour me parler, entravé par des difficultés presque insurmontables. Entre lui et moi se dressait une séparation spatiale invisible et énigmatique qui nous bloquait tous deux. Je l'apercevais comme s'il était à distance, mais étrangement, il semblait en même temps très proche. Sa taille paraissait tantôt plus grande, tantôt plus petite, variant dans un sens contraire aux lois habituelles de la perspective. Il grossissait à mesure qu'il s'éloignait et rapetissait en revenant vers moi. Son apparence était vague, comme s'il manquait de contour ou de stabilité. Sa couleur et ses vêtements, également déconcertants, me laissaient perplexe dans mon rêve. À un certain moment, les sons qu'il essayait de prononcer prirent forme, mais c'était une voix sourde et lourde. Je ne parvenais pas d'abord à comprendre ses paroles et, même en plein rêve, je m'épuisais à en chercher le sens, essayant de savoir où il se trouvait, ce qu'il voulait me communiquer et pourquoi il avait tant de mal à s'exprimer. Peu à peu, toutefois, je parvins à distinguer quelques mots et expressions.
Les premiers qui émergèrent suffirent à provoquer dans mon rêve un émoi indescriptible, car ils m'amenèrent à une connexion mentale dont la seule évocation me paraissait incroyable. Je ne sais combien de temps dura cet échange alors que je dormais profondément. Robert parlait très lentement, comme s'il essayait de franchir un mur d'incompréhension. À mesure que j'assimilais ses paroles, je le voyais qui s'éclairait d'un nouvel espoir, comme s'il voyait mes réactions sur mon visage endormi et comprenait que je le percevais enfin. Décrire ne serait-ce qu'une partie du message que je crus recevoir en me réveillant dans le froid reste un exercice épineux. Cet échange aboutit, dans mon esprit, à une hypothèse à laquelle la raison m'avait jusqu'à là empêché d'adhérer. C'était pourtant sans doute la seule explication à ce que Robert laissait entendre. Une idée fantastique rappelant le fameux récit d'Alice me devint brusquement tangible et menaçant. J'en arrivais à concevoir que ce miroir avait bien exercé une forme d'attraction surnaturelle et que l'image de Robert dans mon rêve montrait la réalité. Il s'était fait taper par le miroir et y était toujours, attendant qu'on le libère. Il est capital de souligner qu'à mon réveil, je ne doutais pas vraiment de ce que j'avais reçu. J'avais acquis la certitude que j'avais réellement communiqué avec un Robert exilé dans une dimension inconcevable, et non avec un simple produit de mes cogitations. L'expérience des phénomènes étranges que j'avais vécus dans les Antilles me prédisposait, sans doute, à admettre cette possibilité. Son récit, s'il était véridique, relevait de l'extrême bizarrerie. Robert expliquait que le vieux miroir l'avait fasciné depuis le matin de notre découverte et qu'il avait voulu revenir l'observer après les cours, vers 14h20, tandis que j'étais sorti en ville. Voyant que je n'étais pas là et sachant que je ne m'en offusquerais pas, il était entré dans mon salon et s'était approché de la zone précise où nous avions noté la convergence des volutes. Puis soudain, il avait ressenti un besoin irrésistible de poser la main sur ce point. Presque malgré lui et contre son propre jugement, il avait obéi à cet élan et, dès qu'il eut appliqué la pomme, il avait aussitôt ressenti ce phénomène d'aspiration étrange qui l'avait déjà troublé le matin. Et en un instant, sous l'effet d'une tension qui semblait lui arracher les os et les muscles et lui tordre les nerfs, il s'était vu happer à l'intérieur, sans transition. La douleur intolérable cessa dès qu'il se retrouva de l'autre côté. Il eut alors l'impression de naître une seconde fois. Chaque geste, marcher, se baisser, tourner la tête ou parler, demandait un effort inhabituel, comme si son corps ne s'ajustait plus correctement à lui-même. Ses sensations, me précisa-t-il, diminuèrent peu à peu, et il finit par se sentir entier à nouveau. Mais la parole resta le mécanisme le plus difficile à contrôler, car l'articulation met en jeu de nombreux organes et muscles. En revanche, ses pieds, s'habituant plus vite à cet espace inédit, lui permirent de se déplacer aisément. Le lendemain matin, j'étais plus que jamais convaincu de la réalité et de l'urgence de la situation décrite. Mon esprit, au lieu de rejeter le tout comme un produit onirique absurde, s'acharnait à y trouver un sens. Je n'osais cependant pas en parler à qui que ce soit, de crainte du ridicule ou d'être accusé de folie. D'ailleurs, que faire avec si peu de faits tangibles ? Il me fallait plus d'informations, que je n'espérais obtenir qu'au cours d'un nouveau sommeil réceptif, qui me permettrait probablement de rétablir le contact télépathique avec Robert. En début d'après-midi, je parvins à faire une sieste. Sitôt que je sombrais, un nouvel échange onirique commença, pareil au précédent, quoique plus net. Dès qu'il tenta de s'exprimer, je perçus davantage de détails. J'appris que mon hypothèse quant au fonctionnement du miroir était correcte. Il ne s'agissait pas d'un simple dispositif magique renfermant un monde imaginaire, mais d'un accès vers une configuration spatiale à la fois liée à notre Terre et pourtant inaccessible par des moyens ordinaires. Cette phase de l'espace, expliquait Robert, se présentait comme une série de projections de lieux terrestres que le miroir avait autrefois longuement reflétées. On y circulait au milieu d'images impalpables, comme dans un rêve, avec des décors qui semblaient se confondre les uns avec les autres.
Les objets du décor paraissaient irréels, impossibles à toucher ou à déplacer. La luminosité venait de toutes parts, donnant l'impression d'une absence de source de lumière précise. Quant à la répartition jour-nuit, elle s'opérait en décalage avec celle de notre monde, selon les périodes durant lesquelles le miroir avait été exposé à la lumière ou à l'obscurité. Ce qui frappait particulièrement Robert était l'inversion des perspectives et des couleurs. Ainsi, lorsqu'il s'éloignait, sa taille paraissait augmenter et ses couleurs originales étaient devenues leurs complémentaires. Sa peau, normalement couleur chair, se retrouvait d'un bleu vert, tandis que sa veste bleue s'était muée en un jaune pâle. Les gris, eux, demeuraient inchangés, car un gris est déjà un mélange de teintes opposées. Robert insistait sur son impression qu'il vivait dans un espace littéralement inversé par rapport au nôtre. Et puis, il me révéla que d'autres personnes s'y trouvaient, prisonnières comme lui. Il y avait un homme corpulent, d'âge mûr, portant une queue de pie et une culotte de velours à l'ancienne, qui parlait l'anglais avec un fort accent scandinave. On voyait aussi une petite fille blonde, 2 noirs muets, 3 jeunes hommes, une jeune femme et un bébé, ainsi qu'un Danois maigre et âgé dont le regard dénotait une rare intelligence teintée de malveillance. Ce dernier, qui portait perruque et costume du XVIIe siècle, se nommait Axel Holm. Il était l'artisan de la présence de tous les prisonniers. C'était lui qui, en fabriquant ce miroir magique, avait trouvé le moyen d'y entrer et d'y entraîner d'autres personnes. Holm, né au début des années 1600 et célèbre à Copenhague pour ses miroirs, s'était adonné à des formes occultes de savoir. Il recherchait un moyen de prolonger sa vie, voire d'accéder à une forme d'éternité. Après avoir étudié la 4e dimension et découvert que le principe du reflet ouvrait la voie aux espaces au-delà du nôtre, il avait fusionné le verre antique qu'il possédait, nommé dans les légendes le miroir de Loki, avec un grand miroir de sa fabrication, espérant y établir un refuge qui le soustrairait au temps. Il y avait déjà expédié 2 esclaves noirs avant d'y passer lui-même en 1687, emmenant avec lui divers objets et accessoires, sachant qu'il ne pourrait plus jamais sortir tant qu'il serait en vie de ce côté-ci. Quiconque entrait ainsi se trouvait immortel dans le miroir, mais condamné à y demeurer sauf si quelqu'un de l'extérieur en forçait la sortie. À la suite de ces entretiens télépathiques qui se répétèrent sur 3 jours, je compris l'essentiel. Mon esprit était en effervescence. Il me fallait trouver un moyen de ramener Robert, mais sans libérer Holm et ses complices d'une autre époque. Ma perplexité grandissait. Que se passerait-il s'il sortait après avoir traversé plus de 2 siècles dans le miroir ? Sans parler de la question de rendre crédible, aux yeux de Bronn ou de qui que ce soit, une aventure si insensée. Je m'efforçai néanmoins d'imaginer un plan, et le 4e jour, soit le 9e depuis la disparition, j'eus l'ébauche d'une idée. Elle restait hasardeuse et risquait, en cas d'échec, d'entraîner des conséquences tragiques. Mais je ne voyais pas d'autre voie. Mon plan supposait d'extraire du grand miroir la petite zone ovale d'origine, celle de l'antique miroir de Loki, afin de détruire ou du moins d'annuler ses propriétés, ce qui, avec un peu de chance, briserait la prison. J'avais quelques doutes sur ce qu'il adviendrait des occupants enfermés, mais j'espérais pouvoir sauver Robert avant un effondrement complet du système. Il fallait aussi éviter que Holm ne parvienne à s'échapper. Restait la question de la mise en scène pour camoufler toute cette affaire. Je décidai d'attendre 2h30 du matin, heure opposée à celle où Robert avait pénétré dans le miroir. Si ce lien ne jouait aucun rôle, c'était au moins un bon créneau pour être au calme. En cette 11e nuit après la disparition, je pris un couteau spécial pour couper le verre, acheté à Stamford, et j'inspectais soigneusement la zone critique en traçant son contour au crayon bleu. Avec d'infinies précautions, je décrochai le miroir, le posai face contre le mur, retirai prudemment 2 planchettes minces à l'arrière, puis, en suivant mon tracé à la molette, je contournai 2 fois la partie ovale afin de bien entailler la surface.
Je martelai ensuite délicatement la zone avec le manche de bois. Au premier choc, la section ovale tomba sur le tapis Bocara. Je m'étais préparé à tout, retenant presque mon souffle. À genoux, le visage tout près de l'ouverture, je sentis aussitôt un puissant relent de poussière, une odeur indicible, tandis qu'une torpeur fulgurante m'atteignait. Ma vision s'obscurcit et je tentais en vain de m'agripper au rideau voisin que je déchirai partiellement avant de m'effondrer dans les ténèbres. Quand je revins à moi, j'étais toujours sur le tapis, les jambes tenues en l'air par quelqu'un. Une odeur âcre et poussiéreuse saturait encore la pièce. En ouvrant les yeux, je reconnus Robert Grandisson, bien réel et en pleine forme, qui me prodiguait les premiers secours appris à l'école. Je le contemplais, abasourdi, la tête encore lourde. « D'accord, mon garçon, » murmurai-je en reprenant un peu de force. « Tu peux me reposer les jambes. Merci. Je crois que ça va. C'est cette odeur. Ouvre un instant la fenêtre, s'il te plaît. Bien en grand, oui. Mais laisse le store baisser. » En inspirant l'air glacial venu de l'extérieur, je récupérai rapidement. Je réussis à m'asseoir dans un grand fauteuil. Robert, qui avançait vers moi, semblait encore sous le choc. « Dis-moi d'abord, Robert, et les autres, Holm, qu'est-il advenu d'eux quand j'ai rouvert la voie ?» Il s'arrêta à mi-chemin. « Je les ai vus disparaître, s'évanouir, monsieur Canevin, et avec eux tout ce qu'il y avait dedans. Il n'y a plus de dedans, monsieur. Dieu merci et merci à vous. » Alors, subitement, l'adolescent craqua, les nerfs trop longtemps tendus. Il éclata en sanglots comme un enfant épuisé. Je le soulevai doucement jusqu'à mon divan, le recouvris d'une couverture et m'assis à côté de lui en posant la main sur son front pour l'apaiser. « Tranquille, mon garçon, » murmurai-je, doucement. Sa crise se dissipa presque aussitôt. Je commençai alors à lui parler posément de la façon dont nous allions expliquer son retour sans éveiller les soupçons. Ma mise en scène éveilla sa curiosité et il retrouva rapidement son sang-froid. Il me raconta comment il s'était senti projeté, sans trop s'en rendre compte, dans ma chambre, au moment de l'ouverture, avant d'entendre le bruit de ma chute dans le salon et de me trouver évanoui. Pour que son rétablissement paraisse naturel, je le fis sortir par une fenêtre du salon, vêtu d'une de mes vieilles vestes et d'un chapeau. Puis je le conduisis à l'écart dans ma voiture. J'inventai toute une histoire. Robert aurait fait une balade dans l'après-midi de sa disparition et serait monté par plaisanterie dans la voiture de deux inconnus qui l'auraient amené, malgré lui, plus loin que Stamford. Après une altercation, il aurait sauté du véhicule, se serait fait percuter par une autre voiture et n'aurait repris conscience que 10 jours plus tard, dans la maison de ceux qui l'avaient renversé. Sitôt informé de la date, il aurait téléphoné à l'école. Je prétendis que j'étais le seul encore debout pour répondre et que j'étais parti aussitôt, sans alerter personne, pour le ramener. Brown, très ému de retrouver le jeune disparu, goba l'histoire, surtout en voyant combien Robert était épuisé. Robert se rétablit à l'infirmerie de l'école. Je le revis souvent durant ces vacances de Noël si étranges, ce qui me permit de compléter l'histoire dont il ne m'avait donné que des bribes pendant nos contacts oniriques. Plus d'une fois, le doute nous effleura. N'avions-nous pas simplement inventé cette histoire sous l'emprise d'une illusion ? Mais il nous suffisait de repenser à certains détails pour balayer cette hypothèse. Je me souvenais très distinctement de sa silhouette inversée et de sa voix sourde dans mes rêves. Lui, de son côté, gardait un souvenir vivacement précis de ces gens surgis de temps révolus et de l'odeur effroyablement poussiéreuse qui avait saturé l'air au moment où les prisonniers s'étaient évanouis. Preuve indéniable, à nos yeux, que tout avait bien eu lieu. Outre ces éléments subjectifs, je possède 2 preuves plus concrètes. La première vient de mes recherches ultérieures sur le fameux sorcier Axel Holm dans les archives danoises, un artisan du XVIIe siècle réputé pour ses miroirs dont les penchants démoniaques étaient notoires, disparus sans laisser de traces en 1687. Il aurait eu 2 esclaves noirs devenus muets, et on racontait qu'il avait acquis ou volé un ancien talisman appelé le miroir de Loki, artefact légendaire doté de vertus sinistres.
Autant d'histoires qu'un esprit rationnel balayerait d'un revers de main si l'on n'avait pas vécu ce que j'avais vécu. La seconde preuve est liée à Robert lui-même. 2 jours après son retour, je remarquais une raideur inhabituelle dans ses gestes. Pour en avoir le cœur net, je l'observais de plus près. À ma demande de me passer l'encrier, il le fit spontanément de la main gauche, alors qu'il était droitier avant sa disparition. Intrigué, j'écoutais son cœur et constatai qu'il battait à droite. C'était renversé au sens littéral. Le miroir par lequel il était entré avait inversé la latéralité de ses organes internes. L'opération de destruction que j'avais menée pour le faire sortir n'avait pas permis un rétablissement complet de toutes les symétries, même si les couleurs de sa peau et de ses vêtements s'étaient rétablies d'elles-mêmes. S'il existait une sortie naturelle du miroir, Robert aurait pu se réinverser correctement sans conserver ce décalage anatomique. Mais j'avais brisé la prison de l'extérieur et, dans ce processus, j'avais mis fin à son système de renversement. Robert n'avait pas ressenti de douleur en sortant, contrairement à l'aller. S'il s'était échappé encore plus tôt durant la destruction, je frémis à l'idée qu'il aurait pu garder en sortant quelques colorations anormales. Et, en rangeant les habits qu'il portait dans le miroir, je constatai là aussi que les poches et les boutons étaient montés à l'envers. Aujourd'hui, ce qui reste du miroir de Loki, la section ovale tombée sur mon tapis Bokhara, me sert de presse-papier sur ma table à Saint-Thomas dans ces îles vierges danoises, à présent américaines. Certains amateurs de verrerie ancienne y voient un spécimen original de verre de sandwich, et je ne les contredis pas. Seul je sais que ce morceau de verre est infiniment plus ancien et plus redoutable qu'il ne l'imagine. Merci infiniment d'être resté jusque-là. Ainsi se referme le piège où les illusions et mystères se mêlent. Si cette histoire vous a plu, pensez à vous abonner, liker et laisser un commentaire. À bientôt de ce côté du miroir dans l'autre monde des contes.